Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, je serre à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regarde le rétroviseur gauche. On a un véhicule qui est en train de nous doubler. Alors, quelles sont les bonnes manières à adopter quand on te double et pourquoi? Alors, quand on te double, il faudra tout d'abord serrer à droite au maximum. Et ce pour deux raisons. La première raison, c'est de pouvoir laisser un espace agréable pour que le véhicule puisse te doubler. Également, regarde ici. Là, c'est le véhicule derrière toi quand t'as pas serré à droite. Regarde le champ de vision en vert. Et maintenant, regarde le champ de vision quand tu as serré à droite. Tu vois très bien que le véhicule qui est derrière toi a un plus grand champ de vision si tu serres à droite et donc il peut voir plus loin. Également, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas accélérer, car si tu accélères en même temps qu'il te dépasse, il va avoir du mal donc à te dépasser et donc te rabattre, et donc une plus grande chance pour le véhicule qui est en train de te dépasser de rencontrer un véhicule en sens inverse. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 2. Je reste sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu remarqueras que la voie qui est devant toi, juste après l'intersection, c'est une voie qui est réservée. D'ailleurs, tu peux voir la délimitation entre la voie de gauche et la voie de droite est matérialisée par une ligne blanche épaisse discontinue. Hein, donc, c'est une voie de bus. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va se décaler à gauche pour prendre la voie réservée aux véhicules motorisés standards. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 3. Le véhicule rouge souhaite tourner dans la rue indiquée par la flèche verte. Il doit allumer ses clignotants dans la zone. Réponse A, zone A. Réponse B, zone B. Alors, ici, le véhicule A est dans la zone A au début. S'il met son clignotant dans la zone A, ce qui va se passer, ce qui peut se passer, c'est que l'autre véhicule peut mal interpréter l'intention du véhicule rouge et croire que le véhicule rouge veut tourner dans la rue où il est. Et donc s'engager sur la route principale.
et crée un accident. Alors que si le véhicule rouge met son clignotant dans la zone B, là, il n'y a plus d'incompréhension. Il met son clignotant dans la zone B et il tourne à la prochaine intersection. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 4. Je peux dépasser ce véhicule lent. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, on se retrouve sur une route à double sens avec créneau de dépassement. À notre droite, devant nous, on a un tracteur qui est donc automatiquement considéré comme véhicule lent, c'est-à-dire un véhicule qui ne dépasse pas les 60 km/h. Or, ici, la vitesse maximum autorisée est de 90 km/h. Il y a donc 30 km/h de différence entre moi et le tracteur. Donc ici, effectivement, la voie de gauche dans laquelle je suis est prévue pour le dépassement. Je peux donc dépasser ce véhicule lent. La bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 5. Des piétons peuvent se trouver sur la chaussée. Oui, réponse A, non, réponse B. Je dépasse prudemment. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, tu vois plusieurs choses à observer. Alors déjà, on a un car qui transporte des enfants via le petit pictogramme ici. En plus de ça, ce car est en warning, donc en feu de détresse. Donc en fait, il y a de fortes chances qu'il y ait des enfants. Regarde. Ici en vert, c'est ton champ de vision. En rouge, c'est ce que tu vois pas, parce que ton champ de vision, il est obstrué par donc le car. Donc il peut très bien y avoir des enfants à l'endroit où ton champ de vision est obstrué. Alors, ça ne sert à rien non plus de paniquer. Là, tu peux dépasser, mais prudemment, en sachant qu'il y a peut-être des piétons sur la chaussée. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 6. Une conduite éco-responsable, c'est A. Rouler en sur-régime. B. Alléger le véhicule. C. Rouler moins vite. D. Limiter la climatisation. Alors, une conduite éco-responsable, c'est une conduite qui est écologique et économique. Alors, pour ça, dans l'information, j'ai mis
ce schéma que vous voyez ici et qui répertorie en fait les comportements à avoir pour une conduite éco-responsable. Donc parmi ces comportements, il y a effectivement le fait de rouler moins vite, de limiter la climatisation, très important, et d'alléger le véhicule. Par contre, le fait de rouler en sur-régime ne vous permettra pas d'avoir une conduite éco-responsable. Bien au contraire. Rouler en sous-régime ou en sur-régime va vous faire consommer plus. Donc les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 7. Je dois faire une pause toutes les 2 heures de conduite. Oui, réponse A, non. Réponse B. Alors, effectivement, comme le montre ici le document de cours, la fatigue est responsable d'un tiers des accidents mortels sur l'autoroute. Donc, le repos est nécessaire. Donc, le mieux étant de faire une pause toutes les 2 heures et faire une micro-sieste d'environ 20 à 30 minutes. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 8. Le régulateur est activé. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste sur ma voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question très intéressante. Alors, avant de répondre à la question, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas maîtriser les aides à la conduite, et notamment ici, le régulateur de vitesse. Donc, on va voir à quoi ça sert et comment ça marche avant de répondre à la question. Donc déjà, un régulateur de vitesse, à quoi ça sert ? Comme c'est indiqué, c'est une fonction qui va vous permettre de réguler votre vitesse. En gros, c'est une fonction qui va vous permettre de rouler à une vitesse que vous aurez choisie sans même avoir touché les pédales. Alors, comment ça fonctionne concrètement le régulateur de vitesse ? Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert, ici 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Alors, pour répondre à la question, ici, vous avez bien vu dans la vidéo que le véhicule qui est à droite roule à la même vitesse que nous. Ni on s'y approche, ni on s'y éloigne. Donc là, effectivement, je ne fais pas continuer le déplacement. Ça ne sert strictement à rien. Est-ce que je reste sur ma voie ? Eh bien non. Pourquoi je reste pas sur ma voie ? Parce que je suis là sur la voie de gauche. Et en France, on roule à droite. Il est strictement interdit de rouler sur la voie de gauche.
La voie de gauche est une voie de dépassement. Hein, et c'est seulement une voie de dépassement. Donc une fois que vous avez dépassé un véhicule, faut vous rabattre à droite. Ici, on ne peut pas dépasser le véhicule, donc on se rabat dès que possible à droite, je ne reste pas sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 9. Je peux utiliser A, mes feux de route, B, mes feux de croisement. Alors, ici, on roule de nuit dans une chaussée éclairée, hors agglomération. Donc, j'utilise mes feux de croisement. Je n'ai pas le droit d'utiliser mes feux de route. La bonne réponse est la réponse B. Encore une fois, ce type de question, c'est vraiment du cours. Donc, si vous vous êtes trompé, il faut absolument que vous révisiez votre cours. On a mis en place une formation pour vous. Donc, formez-vous. Formez-vous parce que ce type de question revient très souvent dans les nouveaux examens du code de la route. Surtout qu'on a mis en place donc une plateforme pédagogique, donc une formation qui vous permet de vous aider à passer le code. Il y en a pour tous les budgets. Ça commence à 9,90 €. Donc, regardez ce que va vous coûter le fait de rater le code. Il me semble que c'est 30 € à chaque fois que vous passez l'examen. Et le fait d'être formé. Je veux dire, il n'y a pas photo. En plus, vous allez avoir toutes les fiches pédagogiques, toutes les vidéos, tous les examens blancs issus de la nouvelle réforme. Donc, n'hésitez pas à aller dans la formation en lien dans la description si vous voulez être tranquille et passer le code tranquillement. Question numéro 10. La voie de droite est réservée aux poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on est sur une route hors agglomération, séparée par un terre-plein central. La voie de droite, comme on le voit avec les lignes épaisses discontinues, est une voie donc réservée. Alors, elle est réservée à qui ? Cette voie, elle est réservée aux véhicules lents. Et des véhicules lents, il peut y en avoir plusieurs. Des poids lourds peuvent avoir une vitesse lente, peuvent être considérés comme des véhicules lents, mais des voitures aussi peuvent avoir une vitesse lente. Alors, c'est quoi une vitesse lente quand on parle de voies réservées aux véhicules lents ? C'est tous les véhicules qui ont une vitesse inférieure à 60 km/h. Donc ici, la voie, elle n'est pas réservée spécifiquement aux poids lourds, elle est réservée à tous les véhicules qui ont une vitesse inférieure à 60 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 11. Je tourne à gauche, tout comme le véhicule en face. Je le croise en le contournant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le croise en lui faisant face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tu dois savoir qu'il y a deux types de croisements. Il y a ce qu'on appelle le croisement en contournement et le croisement à l'indonésienne. Alors, en général, dans la plupart des cas, on va se croiser en se contournant. Donc, comme le montre la petite animation. Mais parfois,
parfois, lorsque le marquage au sol l'indique, il va falloir tourner en se faisant face. C'est ce qu'on appelle le croisement à l'indonésienne. Donc ici, dans notre cas, il n'y a pas de marquage au sol qui indique un croisement à l'indonésienne. Alors, je croise par contournement. La bonne réponse ici sont les réponses A et D. Question numéro 12. Je peux rouler. Réponse A, en feu de position. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu de route. Alors ici, on est en agglomération, éclairée de nuit. Donc, je peux rouler en feu de position et ou en feu de croisement. Par contre, il est strictement interdit de rouler en feu de route en agglomération. C'est normal. Feu de route. Ce sont des feux réservés à la route. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 13. En panne sur autoroute. J'allume mes feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place un triangle de présignalisation 30 mètres derrière mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsqu'on est bien sûr en panne sur autoroute, il faudra se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est très rare de ne pas pouvoir s'y mettre quand on tombe en panne. Bien sûr, il faudra allumer ses feux de détresse. Par contre, le triangle de présignalisation est interdit sur autoroute. C'est trop dangereux. Sur autoroute, on n'a pas le droit, un piéton n'a pas le droit de marcher sur l'autoroute. Donc il n'a pas le droit de mettre un triangle de présignalisation. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 14. La vitesse maximale autorisée est de réponse A 110 km/h, réponse B 130 km/h. Alors, encore une fois, ici, c'est une question de cours. J'ai pas mal insisté sur les questions des vitesses maximales autorisées sur ce test, parce que c'est des questions qui sont très récurrentes le jour de l'examen. Alors, ici, on est sur autoroute, comme vous le voyez sur la pancarte sur fond bleu qui est à droite. On va reprendre donc le tableau des vitesses maximales autorisées. Donc la vitesse maximale autorisée sur autoroute est de 130 km/h, sauf en temps de mauvais temps. Donc, quand il y a un mauvais temps, la vitesse maximale autorisée est réduite à 110 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 15. Le refus de priorité piéton constitue une infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est sanctionné d'une perte de 6 points. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, refuser la priorité à un piéton constitue donc une infraction. Elle est sanctionnée d'une contravention de classe 4, c'est-à-dire une perte de 6 points et une amende de 135 euros. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 16. Cette signalisation indique une circulation à sens unique pour les véhicules motorisés. Oui, réponse A, non, réponse B. Une circulation à double sens pour les cyclistes. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ce panneau donc d'indication nous indique par une flèche continue que, que la circulation est à sens unique pour les véhicules motorisés. Quant aux cyclistes, en fait, comme vous pouvez le voir, sur le panneau, on a un petit vélo avec une flèche dans l'autre sens. Donc, les vélos peuvent venir dans le sens inverse à la circulation des véhicules motorisés. Par contre, ils peuvent aussi venir dans le sens des véhicules motorisés. Donc, pour les cyclistes, la circulation est à double sens. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 17. J'ai perdu tous mes points en période probatoire. Je dois repasser l'épreuve pratique et théorique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, si tu perds tous tes points en période probatoire, tu devras repasser l'épreuve théorique et l'épreuve pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Je roule à 50 km/h. Mon allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, il y a un virage devant nous, très serré, très sinueux, sans aucune visibilité. On a à peine quelques mètres de visibilité. Donc ici, à 50 km/h, ça va être compliqué de prendre ce virage en sécurité. Et j'ai même envie de dire qu'ici, c'est un virage qu'on prend en deuxième. Donc à moins de 30 km/h. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 19. À l'approche du péage, je désactive le régulateur de vitesse. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, c'est évident. On approche à un péage, on va devoir se mettre à l'arrêt. Donc, j'appuie sur le frein pour désactiver le régulateur de vitesse. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. Je suis sur autoroute. Je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Ou même en probatoire, on est à 110 km/h. Alors, il faut que tu saches que pour les poids lourds, donc pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes,
la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Donc au minimum, entre toi et le camion, dans cette situation, il y a 20 km/h de différence, ce qui est énorme. Donc je suis sur la voie de gauche, je suis sur autoroute, je peux dépasser ce camion. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 21. Je roule à 80 km/h. Ma distance de freinage est de réponse A, 64 mètres. Réponse B, 24 mètres. Réponse C, 40 mètres. Réponse D, 48 mètres. Alors, si je roule à 80 km/h, ma distance de freinage est de 40 mètres. Sachez qu'il y a un calcul, je ne dis pas ça comme ça, il y a un calcul du code de la route officiel pour calculer cette distance de freinage. Alors, si vous voulez connaître cette distance de freinage, je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Question numéro 22. Cette signalisation indique réponse A, une ZFE. Réponse B, une zone interdite à tous les véhicules. Réponse C, une zone interdite à tous les véhicules thermiques. Réponse D, une zone interdite aux véhicules disposant d'une vignette critère 4. Alors, comme tu le vois ici, on a une signalisation assez particulière. Mais d'abord, porte ton regard sur ce qu'il y a sur le panneau de zone. Alors, je pense que 90% des gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas ce panneau. Est-ce que tu connais la signification de ce panneau ? Si tu ne le connais pas, je te conseille vraiment de te former. Ce panneau-là que quasiment personne connaît, c'est un panneau interdisant la circulation de tous les véhicules, même les vélos. Alors attention, ça c'est un panneau. Lorsque ce panneau est inclus dans un panneau de zone, il a une autre signification. Il interdit l'accès de tous les véhicules dans cette zone, excepté les véhicules disposant d'une carte mobilité inclusion, excepté les véhicules d'intérêt généraux, excepté les cyclistes. De plus, comme tu peux le voir ici, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Ce panonceau qui précise le panneau qu'il y a juste au-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce panneau ? Sauf catégorie. Et puis bon, là, il y a la catégorie des véhicules qui sont acceptés. Et c'est quoi ces petits numéros que tu vois sur le panonceau ? Ben, c'est les vignettes. C'est le numéro des vignettes qu'il y a sur les véhicules. Donc, qu'est-ce que veut dire cette signalisation ? Ça veut dire que dans cette zone, donc après ce panneau, dans cette zone, la circulation est interdite à tous les véhicules, sauf exception bien sûr, sauf les véhicules qui possèdent une vignette critère 1, 2, 3 et véhicule vert.
C'est ce qu'on appelle une zone à faible émission. Vous savez, c'est tout nouveau, ça s'appelle une ZFE. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 23. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, je vous montre donc le tableau récapitulatif des vitesses maximales autorisées selon le type de route. Ici, on est en conditions atmosphériques, donc normales. Donc la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h ou de 110 km/h si on est en probatoire. Alors, le panneau 90 que vous voyez ici, il s'applique seulement si vous prenez la sortie. Donc la sortie pour Saumur. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Dans cette situation, réponse A, je passe avant les piétons. Réponse B, je passe après les piétons. Alors, il faut savoir une chose. Si tu refuses la priorité aux piétons au passage piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton. C'est une contravention de quatrième classe qui est sanctionnée par une amende de 135 € et un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Donc, ici, les piétons sont engagés dans le passage piéton. Dans cette situation, je passe après les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Dans cette situation, s'arrêter au feu est dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu remarqueras sur le rétroviseur intérieur qu'on a une voiture derrière nous. Mais elle ne nous colle pas. D'ailleurs, on voit ses phares. Devant nous, on a un feu qui est orange. Et un feu qui est à peu près, on va dire, 5 mètres devant nous. Si tu regardes bien le compteur, on roule à 28 km/h. D'ailleurs, on est en deuxième vitesse. Alors, il faut savoir que le feu orange t'oblige à t'arrêter. Le feu orange, c'est comme un feu rouge. Alors, ici, est-ce que c'est dangereux de s'arrêter ? Non, pour deux raisons. La première, c'est que derrière nous, la voiture ne nous colle pas. En plus de ça, on roule à 30 km/h. La question, c'est quelle est la distance de freinage à 30 km/h ? Et là, on ne va pas parler de distance d'arrêt parce qu'on sait que le feu est à l'orange. Donc, il n'y a pas de distance parcourue pendant le temps de réaction. On n'a que la distance de freinage. Donc, la question, c'est quelle est la distance de freinage à 30 km/h ? Eh bien, la distance de freinage à 30 km/h est quasi nulle. Elle peut être considérée comme nulle. Donc, je vous en réfère au cours de la formation pour ceux qui veulent vérifier. Donc, ici, effectivement, j'ai
le temps de m'arrêter, il n'y a aucun risque également pour s'arrêter. Donc la bonne réponse à cette question est la réponse B. Question numéro 26. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel, oui réponse A, non réponse B. Une interdiction de faire demi-tour, oui réponse C, non réponse D. Alors, encore une chose qu'on a vue à plusieurs reprises, donc ce panneau, effectivement, indique l'entrée d'un tunnel. Bon, c'était plutôt facile, il y a un tunnel devant nous. Cependant, comme beaucoup d'autres panneaux, ce panneau sous-entend d'autres panneaux. Alors, quel autre panneau sous-entend ce panneau d'entrée de tunnel? Tout d'abord, l'obligation d'allumer ses feux, donc l'obligation des feux de croisement. Ensuite, l'interdiction de stationner et de s'arrêter dans le tunnel. Et enfin, l'interdiction de faire demi-tour. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite, mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité, d'accord? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 27. À bord d'un véhicule, il est obligatoire de posséder A. Un certificat d'immatriculation, B. Le carnet d'entretien, C. Le PV du contrôle technique. À bord d'un véhicule, il n'est pas obligatoire de posséder le PV du contrôle technique. Il n'est pas non plus obligatoire de posséder le carnet d'entretien. Par contre, il est obligatoire de posséder le certificat d'immatriculation. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Consommer des médicaments peut provoquer un état de somnolence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu dois savoir que les médicaments sont en général des substances psychoactives. Donc, elles ont des effets sur ton corps et aussi ton état psychique. Donc, pour savoir quel comportement avoir lorsque tu consommes des médicaments, c'est de regarder la boîte et de regarder les pictogrammes. En général, la plupart des médicaments peut provoquer des états de somnolence. Donc ici, la bonne réponse est la réponse
Question numéro 29. Je suis dans l'obligation de tourner à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir juste ici, on a un panneau d'obligation. Ce panneau d'obligation t'oblige à tourner à droite à la prochaine intersection. Alors, ne pas confondre ce panneau avec celui-ci, qui a une toute autre signification. Donc, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de traiter de ce sujet, mais si tu veux en savoir plus sur ce panneau, rendez-vous dans la formation. Donc, pour revenir à la question, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. La distance entre l'indicateur d'usure et la bande de roulement A doit être inférieure à 1,6 mm. B doit être supérieure à 1,6 mm. Alors, sachez qu'avec la nouvelle réforme, donc le code a pris une autre ampleur et vous avez énormément de questions sur les équipements. Donc sur le thème pédagogique, les équipements. Ça peut être les roues, ça peut être le moteur, ça peut être la carrosserie, ça peut être les freins, peu importe les équipements. Donc il faut vraiment être rompu à tous les équipements d'une voiture, notamment les roues. Beaucoup de questions sur les roues et les bandes pneumatiques. Donc ici, la distance entre l'indicateur d'usure et la bande de roulement doit être supérieure à 1,6 mm. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Le bus risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, vous devez savoir que les bus ou les camions ont des rayons de braquage beaucoup plus grands que celui d'une voiture. Donc, lors d'un virage, ce genre de véhicule risque d'empiéter sur votre voie. Donc, ici, est-ce que le bus risque d'empiéter sur ma voie? Bah oui, on le voit bien. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. La signalisation indique que j'ai la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, si tu remarques bien, on a un feu rouge. Sur ce feu rouge, on a un panneau de priorité. Alors, ce panneau de priorité indique que j'ai la priorité à droite à la prochaine intersection. Cependant, il y a une nuance. Pourquoi? Lorsqu'il y a un panneau de priorité sur un feu rouge, ce panneau est valable seulement si le panneau est en panne. Tout simplement. Si le panneau, si le feu donc clignote à l'orange, alors oui, le panneau va substituer le feu, parce que le feu est en panne. Donc, or, ici, le feu marche très bien. D'ailleurs, regardez, il est au rouge. Donc là, le feu fonctionne. Donc, il n'y a pas de quelconque priorité. Ce sont les feux qui vont régir donc la priorité sur cette intersection. Donc, il n'y aura pas de priorité à droite,
les véhicules venant de droite auront également un feu rouge. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Le facteur fatigue est la cause de réponse A, 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Réponse B, 50% des accidents mortels sur autoroute. Réponse C, 2/3 des accidents mortels sur autoroute. Alors ça, ce sont les chiffres, les chiffres de l'accidentologie à connaître bien sûr pour passer ton code. Donc la fatigue représente 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. L'organe du corps qui élimine majoritairement l'alcool est réponse A, le rein. Réponse B, le foie. Cet organe élimine entre, réponse C, 0,1 à 0,15 g par litre de sang par heure. Réponse D, 0,25 à 1,5 g par litre de sang par heure. Alors, l'organe qui élimine majoritairement l'alcool est le foie. Il élimine 95% de l'alcool ingurgité. Il faut aussi savoir que tous les autres organes, en fait, permettent d'éliminer l'alcool. Que ce soit les poumons, la peau, tous les organes permettent d'éliminer l'alcool, mais seulement à 5%. Donc, l'organe qui élimine l'alcool majoritairement, c'est le foie. Cet organe élimine entre 0,1 à 0,15 g par litre de sang par heure. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 35. Une conduite supervisée permet d'avoir une période probatoire de 3 ans, réponse A,
2 ans, réponse B. 1 an, réponse C. Alors, il existe 3 types de conduite accompagnée. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle le permis AAC, donc apprentissage anticipé de la conduite. C'est ce qu'on appelle le plus communément conduite accompagnée. Donc, vous pouvez y souscrire à partir de 15 ans et une fois le permis en poche, vous avez une période probatoire de 2 ans et non de 3. Ensuite, vous avez la conduite encadrée. Donc, celle-ci, vous pouvez y souscrire à partir de l'âge de 16 ans et elle ne vous permet pas d'avoir une réduction du probatoire. Donc, vous avez un probatoire de 3 ans. Ensuite, vous avez la conduite supervisée. Celle-ci, vous pouvez y souscrire à partir de 18 ans et elle ne vous permet toujours pas d'avoir une réduction du probatoire. Donc vous avez un probatoire également de 3 ans avec une conduite supervisée. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36. Le camion est stationné. Il met son clignotant droit. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est dans un cas très courant. Donc on a un camion qui est stationné ou à l'arrêt sur le côté gauche. Donc il met son clignotant pour nous avertir qu'il va prendre la voie et sortir de son stationnement. Sauf que là, vu qu'il sort d'un stationnement ou d'un arrêt, il n'a pas la priorité. C'est nous qui avons la priorité. Donc ici, on passe. On ne s'arrête pas pour le laisser passer, on passe. Il passera après que moi, je serai passé. Une fois que la voie sera libre, il pourra passer. Mais ici, c'est moi qui ai la priorité. Donc là, la bonne réponse est la réponse. Les bonnes réponses sont la réponse A et D. Question numéro 37. Suite à une défaillance critique lors d'un contrôle technique, je dois effectuer les réparations dans un délai de réponse A, 1 mois, réponse B, 2 mois, réponse C, 3 mois, réponse D, 15 jours. Alors, afin que ça soit plus simple, regardez, ici je vous ai mis un procès-verbal de contrôle technique. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre contrôle technique, le technicien, à la fin de son contrôle, il va vous remettre ce papier qu'on appelle un procès-verbal. Regardez bien l'encart de droite dans ce procès-verbal, c'est indiquer les types de défaillances qu'il a remarquées. Par exemple ici, vous voyez, il y a défaillance majeure, défaillance mineure. Et il y a aussi ce qu'on appelle les défaillances critiques. Alors, qu'est-ce qui se passe si votre véhicule a des défaillances critiques ? Si votre véhicule a des défaillances critiques, alors votre véhicule déjà il sera immobilisé le même jour à partir de minuit. Vous aurez 2 mois pour effectuer les réparations afin de réaliser une contre-visite. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Vous avez 2 mois pour effectuer les réparations. Question numéro 38. Dans un établissement servant de l'alcool, la quantité d'alcool par verre est la même
peu importe le verre et le type d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, en France, les professionnels de la vente d'alcool, c'est-à-dire les bars, les restaurants, ont en fait des verres standardisés. Donc, chaque verre représente 10 grammes d'alcool. Que ce soit un verre de vin, un verre de champagne, un verre de bière, un verre de whisky ou un digestif, peu importe le verre ou la nature de l'alcool, tu auras à l'intérieur 10 grammes d'alcool pur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39.
Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de... Réponse A, 50 km/h. Réponse B, 110 km/h. Réponse C, 130 km/h. Alors, ici, comme tu le vois, on a un brouillard avec une visibilité inférieure à 50 mètres. Donc, la règle, c'est que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, comme le montre ce document que tu pourras retrouver dans l'information. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Je ne me suis pas arrêté lors d'un contrôle de police. Cette infraction constitue réponse A, un refus d'obtempérer. Réponse B, un délit de fuite. Alors attention parce que vous vous trompez souvent sur refus d'obtempérer, délit de fuite et c'est des questions qu'on pose souvent lors de l'examen officiel. Un refus d'obtempérer, c'est quoi ? Un refus d'obtempérer, c'est lorsque tu refuses le contrôle de police, c'est-à-dire que tu t'arrêtes pas à un contrôle de police. Plus largement, en fait, c'est quand tu n'obéis pas à un ordre légal face à un agent de l'ordre public. Un délit de fuite, c'est vraiment autre chose. Un délit de fuite, c'est lorsque tu fais un accident et que tu ne t'arrêtes pas, soit pour constater l'accident, soit pour aider une victime dans le cas d'un accident avec dommages corporels. Donc c'est deux choses différentes, d'accord ? Donc ici, ne pas s'arrêter lors d'un contrôle de police, c'est ce qu'on appelle un refus d'obtempérer. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.